J'ai vécu 84 ans. Je veux que vous vous arrêtiez sur ce chiffre un instant, pas comme un fait, comme un poids. 84 ans de matin, 84 ans de repas, de disputes, de silence et de petits moments ordinaires que je n'ai pas pensé à compter parce que je croyais, comme tout le monde croit, qu'il y en aurait toujours plus. Et la vérité la plus humiliante de toute ma vie, la chose qui a finalement exposé ce que j'étais devenu, n'a pas été révélée par un médecin. Elle n'a pas été murmurée par un voisin. Elle n'a même pas été suggérée avec douceur par ma propre fille. Elle a été prononcée par une petite fille de 8 ans, à une table de cuisine, un mardi après-midi, avec un cahier de mathématiques devant elle et ses petits pieds qui balançaient sous la chaise. Mais j'y reviendrai. J'étais un homme qui s'enorgueillissait de sa discipline. Pendant 40 ans, j'ai travaillé à l'entretien d'une usine d'eau municipale. 40 ans entouré de tuyaux en fonte, de raccords en cuivre et du bourdonnement bas et constant des pompes qui tournent au sous-sol. Je pointais à 6 heures pile du matin chaque jour pendant 4 décennies. Je ne me suis jamais porté pâle, sauf si j'avais une fièvre qui troublait ma vue. Je ne croyais pas aux excuses. Je ne croyais pas au fait de demander de l'aide. Je croyais qu'un homme qui se présentait, qui continuait de se présenter, année après année, quoi qu'il arrive, était un homme qui maîtrisait quelque chose que la plupart des gens ne maîtriseraient jamais. Je croyais que la discipline était une armure. Je croyais que l'endurance vous rendait intouchable. Ce que je n'avais pas compris, c'est que le temps se moque de votre discipline. Le temps ne négocie pas avec votre endurance. Le temps continue simplement, tranquillement, sans demander votre permission, changeant les choses en vous et autour de vous si graduellement qu'au moment où vous remarquez ce qui a été perdu, cela a déjà disparu depuis des années. Les changements ont commencé modestement, c'est toujours le cas. Au début de mes 80 ans, j'ai commencé à porter le même cardigan plusieurs jours de suite. Pas parce que j'étais paresseux, parce que j'oubliais, parce que les jours commençaient à se troubler sur les bords d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait nommer. J'avais l'intention de lancer la machine à laver, puis je me retrouvais assis dans la cuisine avec un café froid, sans savoir quelle heure il était. Il y avait une odeur dans le couloir de mon appartement, légère, rance. Je supposais qu'elle venait de l'immeuble, de la vieille moquette et de la mauvaise ventilation. Je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. Les gens autour de moi, si. Ma fille a commencé à ouvrir la fenêtre derrière ma chaise lors des dîners, tranquillement, sans commentaire, prétendant qu'elle avait simplement chaud. Mon petit-fils décalait sa chaise de quelques centimètres de la mienne, comme le font les enfants lorsqu'ils sont mal à l'aise, mais qu'ils n'ont pas encore appris à le cacher complètement. À l'époque, je ne remarquais rien. Je pensais au poulet rôti sur la table. Je ne pensais à rien de particulier. Maintenant, je comprends tout ce qui se passait dans cette pièce. Il y avait toute une chorégraphie silencieuse de prévenance qui se déroulait autour de moi, et j'étais le seul à ne pas le voir. Chaque petit geste, chaque fenêtre poliment ouverte, chaque chaise poussée d'1 centimètre vers la gauche, tout cela disait la même chose. Tout le monde à cette table était déjà parvenu à une conclusion à mon sujet. J'étais le dernier à le savoir. C'est ce que l'orgueil vous coûte quand vous êtes vieux. Il y a 6 hommes sur une photographie que je garde dans ma chambre. Elle a été prise en 1982,
à côté d'une pompe en panne à l'usine d'eau. Nous rions tous les 6. Je ne me rappelle plus ce qui était drôle. Nous portons tous les mêmes vestes vertes laides. Nous avons l'air fatigués, jeunes et incroyablement vivants. Je suis le seul qui reste. Je veux que vous compreniez vraiment ce que cela signifie, pas comme un sentiment, comme de l'arithmétique. Quand les gens qui vous ont connu dans votre jeunesse disparaissent, ceux qui se souviennent de ce que vous étiez avant que la vie ne s'accumule sur vous, la vérité sur ce que vous êtes devenu devient plus dure à affronter. Il ne reste plus personne avec qui comparer ses notes. Il ne reste plus personne qui puisse dire « Te souviens-tu quand ?» et vous ramener à la version de vous-même que vous avez cru un jour être pour toujours. Le silence qui entoure la vieillesse n'est pas seulement le silence des pièces vides, c'est le silence des témoins disparus. C'était un mardi. La lumière du soleil traversait les rideaux de la cuisine, ce genre de lumière d'hiver qui se pose à plat et pâle sur le sol et ne réchauffe rien. Ma petite fille était à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs. Son crayon tapotait. Le cahier était ouvert. Ses pieds, de petits pieds, balançaient d'avant en arrière sous la chaise, comme les pieds des enfants balancent toujours quand ils pensent à autre chose. Je me suis assis en face d'elle. Elle a levé les yeux vers moi. Pas de la manière dont les adultes vous regardent, avec cette expression prudente et gérée qui signifie qu'ils décident de ce qu'il ne faut pas dire. Elle m'a regardé comme les enfants regardent les choses, directement, sans artifice. Et elle a dit simplement « Papy, pourquoi tu sens comme le couloir ?» 7 mots. 7 mots d'un enfant qui m'aimait et ne savait pas encore que l'amour est censé protéger les gens de la vérité. Dans le silence qui a suivi, 3 années de regards, de fenêtres ouvertes et de chaises déplacées se sont assemblées en une seule image cohérente. J'ai tout compris d'un coup. De la manière dont on comprend parfois quelque chose que l'on sait depuis longtemps, mais que l'on refusait de regarder en face. Je veux que vous compreniez quelque chose sur le déclin. Le déclin n'arrive pas comme une tempête. Il ne s'annonce pas. Il arrive comme la rouille, par de petites négligences, répétées silencieusement, sur une longue période de temps ordinaire. Une douche sautée parce que les genoux faisaient mal ce matin-là. Un panier de linge laissé intact pendant 5 jours. Un couloir qui commence à sentir quelque chose de rance et d'oublié. Au moment où vous le remarquez, les autres le voient se produire depuis des années. Et voici ce que personne ne vous dit sur l'orgueil. L'orgueil dans la vieillesse porte le même visage que la dignité. Il utilise la même voix. Quand ma fille a proposé de m'aider pour ma lessive, je lui ai dit « Je ne suis pas encore impuissant ». Et je le pensais. Je ne jouais pas la force. Je le croyais sincèrement. Ce que je n'avais pas compris, c'est que la distance entre « je ne suis pas impuissant » et « j'ai besoin d'aide » n'est pas un grand pas. Ce sont 10 000 petits pas que vous faites sans vous en rendre compte, tandis que les gens qui vous aiment observent à une distance prudente, craignant de dire ce qu'il ne faut pas, choisissant le silence, parce que le silence semble plus doux que la vérité. Le coup de mon orgueil n'était pas l'humiliation. J'aurais pu survivre à l'humiliation. Le coup était la distance, des années de distance que je ne récupérerai pas. Je vous parle maintenant parce que je vous ai observé.
Pas vous spécifiquement, mais des gens comme vous. Des gens assis dans des cafés avec un parent en face d'eux, faisant défiler leur téléphone pendant que le parent reste assis tranquillement, ne regardant rien, attendant que quelque chose revienne à la surface de la conversation. Des gens qui croient qu'ils auront une conversation particulière avec une personne particulière quand le moment sera venu, quand les choses se tasseront, quand la vie sera moins chargée. La plupart des gens pensent que le temps perdu est spectaculaire. Ils pensent qu'il ressemble à un accident de voiture, à une chambre d'hôpital ou à un appel téléphonique au milieu de la nuit. Ils ont tort. Le temps perdu ressemble à des après-midi ordinaires. Il ressemble à plus tard. Il ressemble à un dimanche qui s'est passé de manière banale, au cours duquel rien de particulièrement grave n'est arrivé et rien de particulièrement important n'a été dit. Ces dimanches s'accumulent sans effort, et puis un jour, ils ont disparu. Et les personnes qui étaient assises en face de vous aussi. Ma femme me demandait de rester un peu plus longtemps à la table du dîner. Le repas était fini et j'étais prêt à passer dans l'autre pièce, à m'asseoir dans le fauteuil, à me reposer. Et elle disait « Reste un peu plus longtemps, assieds-toi juste avec moi. » Et je disais « Plus tard, je suis fatigué. » Elle est morte il y a 8 ans. Ce plus tard n'est jamais venu. Je ne vous dis pas cela pour vous faire ressentir la tristesse particulière de ma vie. Je vous le dis parce que ce n'est pas propre à ma vie. Je vous le dis parce que vous êtes en train de le faire en ce moment même, avec quelqu'un. D'une petite manière ordinaire, vous choisissez plus tard. Vous choisissez le fauteuil dans l'autre pièce. La plupart des regrets ne sont pas des erreurs dramatiques. Ce ne sont pas des liaisons, des accidents ou des échecs de proportions catastrophiques. Ce sont de petits retards, de petites négligences, de petits choix d'être ailleurs, mentalement, pendant les après-midi qui étaient la véritable substance de votre vie. Et ils deviennent permanents d'une manière banale de mardi soir, sans cérémonie et sans avertissement. Je pense encore à ces pieds qui balançaient sous la chaise, la lumière du soleil sur le sol de la cuisine, le crayon, le cahier de mathématiques, l'honnêteté complète et candide d'une enfant à qui l'on n'avait pas encore appris que la vérité demande à être ménagée. Chaque adulte dans ma vie avait les mêmes informations qu'elle. Chaque adulte a fait le même calcul et a décidé par gentillesse de ne rien dire. Il me protégeait, je le comprends, je ne les blâme pas. Mais c'est l'enfant, la seule personne dans cette pièce sans le vocabulaire de l'omission prudente, qui m'a finalement donné quelque chose qui vaut plus que le confort. Elle m'a donné la vérité. Et la vérité, même quand elle arrive tard, même quand elle arrive de la plus petite voix de la pièce, est la seule chose qui ait jamais fait une réelle différence. La plus grande gentillesse n'est pas celle qui vous protège de ce que vous avez besoin d'entendre. La plus grande gentillesse est celle qui vous aime assez pour vous le dire quand même.